Donc, la tradition veut qu'on fasse toujours un petit résumé introductif. Dans ces 5 tomes de la guerre de la Terre et des hommes, je raconte en somme comment, sous diverses facettes, l'Occident disparaît ou s'effondre. Peut-être d'ailleurs, cette disparition ou cet effondrement sont-ils une illusion passagère et transitoire. L'avenir le dira. Et je raconte pour ma part comment cet effondrement se produit à partir d'une certaine manière d'une élection initiale de l'Occident, mais d'une élection d'une certaine manière volée. Volée parce que cet Occident a eu entre ses mains le bâton, c'est-à-dire l'objet de plus. D'une certaine manière, l'objet de plus, c'est cette trace de quelque chose qui n'est pas au monde, par laquelle le monde prend sens et qui pourtant excède le monde. Et cet objet de plus était destiné à un personnage qui s'appelle Élias, et c'est son frère Hermann qui s'en est emparé. Ça s'est passé il y a 1000 ans, ça s'est passé il y a 3000 ans entre Jacob et Ésaü, ça s'est passé en vérité depuis que le monde est voué à n'être pas ce qu'on croit, à savoir un monde, mais une espèce de polarité ou de brisure intime dans laquelle constamment un écartèlement d'un bout à l'autre bout du monde se fait sentir. Donc, d'une certaine manière, si je puis dire, ayant ravi d'un rapt ce bâton, Hermann, frère d'Élias, ou l'empereur de l'Occident, ou l'idée de l'Occident, n'a cessé de s'inventer et de penser sous la pression du bâton qui le faisait horriblement souffrir, mais qui en même temps lui offrait le dépassement dont il avait besoin. Que ce fût au prix d'un effacement du porteur initial du bâton, tel fut le secret constant et constamment ravivé de l'histoire occidentale. Et d'ailleurs, ce secret est en train de se réécrire aujourd'hui, puisque l'effacement doit muter selon les évolutions de l'histoire, et l'effacement d'un nom en particulier auquel ce bâton était voué, qui est l'effacement du nom juif. Dans le premier tome, cette écriture de l'Occident par lui-même sous la pression douloureuse du bâton qu'il a ravi se raconte du point de vue de l'histoire, puisque à cette scène initiale de Hermann, Élias, Jacob et Ésaü, pour les intimes, se fait face, 1000 ans plus tard, en 1945, une scène où de grands témoins de l'Occident, dans sa plus haute et dans sa plus puissante et dans sa plus mythique forme, sont invités à vérifier la folle histoire que je vous raconte. Ces personnages sont Churchill, Tolkien et Ian Stewart Bute, transposition en Angleterre de Sibelius. Autrement dit, 3 grands hommes de l'Occident par la voie de la musique, par la voie de la politique et par la voie de la littérature. 3 hommes qui ont poussé l'amour de cette mythologie occidentale jusqu'au paroxysme. Ces hommes sont exposés à la vérité de cette torture que vit l'histoire occidentale et qui a généré un monde dans lequel
les hommes ne sont pas sur un sol, mais sur une tourbe. Et non seulement qu'ils sont sur la tourbe, dans une tourbière, mais qu'ils sont eux-mêmes la tourbe et la tourbière. Autrement dit, que les hommes sont une foule, puisque tourban en latin veut dire foule, mais que les hommes aussi sont, d'une certaine manière, dans la culture, les dévorateurs désespérés qui courent derrière cette fuite en avant de la dévoration. Et c'est ce qu'ont appris Churchill, Tolkien et Bute dans la tourbière du château de Bute. Ça, c'était le début du livre. On arrive maintenant à la fin du livre. On est à 2 ou 3 lectures de la fin du livre. Et dans cette dernière partie, les personnages qui ont découvert ça en Angleterre vont avoir à l'éprouver en s'approchant de l'épicentre de l'histoire occidentale. Cet épicentre, il est fonctionnellement, c'est un peu comme le Brésil avec Rio et Brasilia, les 2 capitales, il y en a d'autres pays comme ça. Cet épicentre, en fait, il a 2 têtes. Il a une tête mythologique et une tête fonctionnelle. La tête fonctionnelle, c'est la Suisse. Ben oui, c'est la Suisse, évidemment. Là où sont les hommes fortunés. Et donc là où la fortune de l'Europe s'est amassée. Et c'est là que vit, secrètement depuis 1000 ans, dans une grotte, le voleur du bâton, Hermann, qui ne meurt pas, décidément, mais qui se dessèche progressivement en portant le bâton dans la main. Pour les récents visiteurs des cinémas, si vous voulez y voir une illustration du baron Harkonnen, eh ben, vous avez tort, mais tout de même, voilà, j'ai bien ri en voyant ce baron Harkonnen. Et puis, l'épicentre mythologique, eh bien, c'est la Germanie primordiale, d'où les nations européennes, malgré qu'elles en aient, sont nées, puisque dans le fond, l'anglais et le français sont sur un mode extrêmement torturé, là aussi, des produits bizarres de la Germanie primordiale. Or, nos petits personnages sont en route dans des bagnoles vers tout ça. L'un, Lord Bute, le musicien, avec un chauffeur, et un autostoppeur extrêmement bizarre qui s'appelle Poète, qu'on a découvert un peu récemment. Poète est l'un des 70 hommes, c'est-à-dire l'un des 70 visages authentiques de l'humain, tel que le Talmud nous l'enseigne, à travers les 70 descendants de Noé. Et ce Poète est l'âme de la langue allemande. Et puis, pendant ce temps-là, dans une autre bagnole, en route, cette première voiture va en direction de la Suisse en passant par l'Allemagne. L'autre, elle a Tolkien, Churchill comme passager, et elle va en direction de la forêt de Wewelsburg, où l'épicentre du paganisme germanique se situe. Il y a un troisième passager, encore l'un des 70 hommes, décidément, il court les rues, ceux-là. Enfin, il y en a que 70, donc il ne court pas toutes les rues. Cet autre passager s'appelle Mulligan, et il se trouve que, à l'instar de tous ses congénères, Mulligan a beau mourir, son nom, qui est en fait qu'un surnom, parce que son vrai nom serait un nom hébraïque, évidemment, mais son surnom de Mulligan perdure, si bien que quand un Mulligan meurt, d'une certaine manière, un Mulligan lui succède. Ce n'est pas de la métempsychose, ce n'est pas du bouddhisme, c'est que, d'une certaine manière, c'est à certains égards ce qu'on appelle dans la Kabbale du Gilgul, c'est que quand quelque chose est absolument vrai, qu'une figure humaine est absolument vraie, il est possible de la retrouver dans une autre figure humaine. Et le Mulligan en question est un tout jeune homme de 15 ans maintenant, qui vient de naître en Mulligan, après avoir été un jeune témoin martyr du massacre d'Oradour, où son père et sa mère sont morts, et où lui avait été grièvement blessé, et où, étant au bord de la mort, il avait été rejoint dans ce bord de la mort
par le Mulligan assassiné plus tôt dans la tourbière du château de Mount Stuart à Bute, et qui lui avait, d'une certaine manière, donné le relais de ce nom qui serait désormais le sien, et qui lui avait donné par là même aussi tout le savoir qui était désormais le sien. D'ailleurs, pour filer la métaphore de Dune, ça ressemble beaucoup aussi je ne sais pas si l'un de vous a vu ce film, mais vous avez tort, il fallait le voir, des dames de la lignée des Bene Gesserit ou Gesserit qui, buvant de l'eau de vie, récupèrent la mémoire de toutes les révérendes mères qui les avaient précédées. Et c'est un peu quelque chose comme ça qui se vit dans mon personnage de Mulligan. Et donc ce Mulligan, tout jeune homme, reste un tout jeune homme, il vient de traverser la France, d'aller en Angleterre pour aller chercher Churchill et Tolkien et pour les amener en direction de la forêt de Teutoburg et du château de Wewelsburg où la SS avait pratiqué ses rituels les plus ésotériques, les plus délirants, les plus païens. Nous allons donc nous promener ce soir dans les noirceurs du nazisme. Voilà. On the Road, 1er novembre 1945. Ai-je enregistré? Oui, j'enregistre. 1er novembre 1945, tous les personnages sont en voiture, les uns ici, les autres là-bas, en Germania. La nuit allait tomber sur l'Allemagne. Lentement, comme un vautour vient à sa proie qui ne remue qu'à peine, un rêve s'empara d'eux. La guerre était finie, certes. Les humains et leurs outils travaillaient, martelaient, cisaillaient, aggloméraient. Un nouvel avenir de fer et de béton pour le pays à venir. Je parle bien de l'Allemagne. Durant cette journée, par exemple, plus de travail avait été abattu qu'en aucune journée sous les coups de trique des nazis. Plus de volonté, plus d'ardeur animait les masses actives presque frénétiques, quoiqu'à cette heure, on ne vit plus dans les chantiers que les traînards ou ceux qui cherchaient dans les ruines les fantômes du pays engloutis par le feu. Ceux-là mourraient bientôt d'une balle perdue ou d'une purge attardée. Les travailleurs préféraient se hâter vers leur chez-soi, excités par un reste de peur et le désir encore chimérique d'une épaisse existence domestique. Bientôt les jardins et les maisons allemands sembleraient à nouveau plus lourds et plus enracinés que toutes les habitations du monde. Mais ce jour n'était pas encore venu. C'était un moment d'attente, un rêve aux ailes de suie. Par un sombre paradoxe, en se suspend de la nuit, tout se vit mieux et s'éprouva. Quelle machine animait cette transe laborieuse alors qu'il n'y avait plus ni fureur ni empereur, seulement des armées étrangères d'occupation, des Anglais avec leurs Indiens, des Français avec leurs Sénégalais, des Américains avec leurs Noirs. Plus de race aryenne, quel était le nouveau ressort? Les forêts et les territoires nourrissaient-ils un amour suffisant de la patrie, puisque les villes n'étaient plus pour le moment que des décharges de caillasses? Une force obscure comme la terre, agglomérée comme l'étagement des sols, épaisse et indéchiffrable comme les polders et comme les granites de la Frise, leur langue. L'allemand avait été hurlé dans toutes les terres d'Europe, cartographiant une terreur qui vociférait en germain. Les Anglais, au moins, en leur volant le thé, avaient offert à leurs orientaux le cricket et la cravate club. Les Français, mine grave et compassée, avaient envoyé à leur curé 3 en 1, plutôt la substance unétrine du curé, de l'ingénieur et de l'instituteur. Ils avaient joué le salut des âmes. Les Allemands n'avaient cultivé aucune séduction, aucun après. Pendant ces 10 ans d'enfer, chaque syllabe de la langue avait été pour la mort. Cris aux bêtes des camps, hurlements aux oreilles des torturés. Avant cela, ça avait été la rudesse des grands timides. Craintive, la langue allemande. Elle n'avait gagné de hauteur sur les terres d'Europe qu'au prix des imprécations de Luther, qui, lui offrant une religion épurée, la faisait admettre au concert des puissances. 16 siècles, elle avait été barbare. Luther traduisit la Bible et prétendit la comprendre. La langue allemande put se croire l'idiome des savants. Quant à l'anglaise, elle n'avait pas eu ses tourments. Abattardie aux grandes dames de Tolkien par Guillaume, elle avait traîné sa carcasse anglo-normande jusqu'à ce qu'à son tour, elle se fît une religion à fondement matrimonial, non pour devenir savante, mais pour rédiger de juteux testaments.
Voilà pourquoi d'ailleurs Madame Austin avait résumé à elle seule toute la philosophie d'Angleterre. Pourtant, cette noblesse acquise par la langue allemande, mise au service de la philosophie, était jeune. Trop grande, trop épaisse, la langue allemande bousculait de ses restes de crinière ses égales bien peignées. On la toisa, elle dut se fâcher. Le Kaiser Guillaume fit cela très bien. Puis, du geste fou de Clémenceau, se gonfla la poupée de Hitler. Alors, la langue devint démente, feu et marée de sang. À présent, en Allemagne, en 1945, on parlait plus bas. Plus bas, mais on parlait encore. Il y avait encore des gutturales et des occlusives, une fois les bombes muselées, pour faire exploser en eux, en milliards de déflagrations intimes, le démon de la parole qui, seul, sait remuer les corps et fait d'eux ses esclaves. Somme toute, je parle allemand. Ainsi disait le rêve qui les avait tous saisis. Tous avaient obéi. Le prêcheur, à Sion, venait de s'endormir au milieu d'une phrase. Le prêcheur, c'est Hermann. Dans la voiture de Jan Bute. Tout se cause par la langue, dit Poète. Je rappelle que Poète est un Allemand. Un des 70 hommes. Les joies et les malheurs ne furent, mes amis, qu'affaire de mots. Et les mots furent la grande affaire des 3 langues dont les hommes reçurent un destin. Les 2 autres, Franck le chauffeur et Jan Bute, s'étaient tus, vaguement agacés par ce lourd soulignage de leur intime rêverie. 15 minutes passèrent. Poète reprit. « Quelle langue parlez-vous » ? « Il me semble que nous parlons anglais, n'est-ce pas, Franck ?» répondit Lord Bute en un demi-sourire. Franck, c'est le chauffeur. Il est très important, ce chauffeur. Vous verrez qu'il n'est pas qui l'on croit. Franck haussa les épaules. « C'est, n'est-ce pas, votre langue native à vous deux et la cousine de la mienne ?»« Indeed, » répondit le marquis de Bute. « Vous croyez, n'est-ce pas, que nous tenons dedans en vrais amis, en personnes civilisées ?»« On peut le dire ainsi, » répondit Jan Bute. « Je crois pourtant que c'est plus complexe, » dit Poète. « Oui, plus complexe que cela. »« Quoi donc ?»« La question de la langue qui nous unit et nous distingue. » Puis il finit de se rendormir. Soudain, « Franck, savez-vous ce que signifie votre prénom qu'habilement vous portez ?» murmura Poète, après avoir semblé soupeser ces mots par une série de grognements mi-hésitants, mi-approbateurs qui aiguisèrent l'attention de Jan Bute. Ils arrivaient à Nuremberg. « Depuis quand un prénom signifie-t-il quelque chose ?» répondit Franck avec une agressivité qui étonna le musicien attentif aux sonorités. « Très exactement le nom des Francs. Or les Francs étaient des Germains, avec votre K si dur, qui au bout de votre nom, comme la lance du guerrier, frappe et pénètre les corps et les peuples. Franck était une lance, l'êtes-vous encore ?» Très joli, Poète, ponctua Lord Bute. J'ai deviné bien des choses, votre seigneurie. Votre Franck, par exemple, n'est pas le nom de Franck. Il faut le comprendre. Quelque chose de très dur l'arrête comme un mur ou bien un gouffre. Pour le comprendre, il faut remonter dans le temps. Franck, connaissez-vous l'étrange destin de votre nom ? Rome, avec ses légions, venait de subir la défaite infligée par Arminius ou Hermann dans la forêt de Teutobourg. Plus de guerre contre eux, avait décidé Rome. Ils sont trop forts, ils sont trop fous, ils sont trop loin de nous. Mais si ce n'est Rome qui attaque les barbares, ce sont les barbares qui attaqueront Rome. Un moment se passa, je dis 800 ou bien 1000 ans, Franck, et ce fut le roi des Francs. Ce fut Clovis, n'est-ce pas, qui devint chrétien. Vous souvenez-vous ? Je m'occupe de la route. Si vous voulez parler à quelqu'un, parlez à sa seigneurie. Avec une route pareille, je préfère vous éviter un accident. Les faubourgs de la ville, entièrement rasés, n'étaient qu'un amoncellement de gravats balayés par des habitants aux gestes lents et mécaniques. « Pourquoi êtes-vous de cette humeur, Franck ?» demanda Lord Bute. « Je lui ai dit des choses importantes, coupa Poète. Il ne faut pas le troubler. » Que firent-ils ensuite ? Rappelez-vous, vous qui vous souvenez de bien des choses, que c'est lui, par l'intermédiaire d'un habitant de la ville, qui vous a donné ce nom et révélé le sens de votre vie. Il vous a baptisé, n'est-ce pas ? La voiture accéléra brutalement, évitant de justesse une vieille affichue qui traversait la route. Clovis descendit dans le bain du baptême. Il entendit les murmures du prêtre qui lui disait, en lui parlant de Dieu, « Pater ». L'instant d'avant, c'était « Vater » que lui disait son père dans sa langue. Après tout, la perte ne sera pas si grande, la distance n'est pas si longue entre un mot et l'autre, dit Clovis. Dans l'étourdissement de l'eau froide, Clovis revit la noire forêt de son enfance, ses cavalcades et les traînées debout, et plus tard les combats au glaive et les corps à corps hurlants. C'était cela qu'il aimait et qu'il devait perdre afin d'être monarque
dans la nouvelle religion qui avait conquis son cœur ou son fin esprit. Il comprit qu'il fallait renoncer à sa langue. Lui, le plus grand des Germains, parlerait le latin. Il fallait offrir à Jésus et à son cortège cette langue victorieuse, forgée parmi les nuages et les brouillards, langue des marcheurs des forêts et des montagnes. Sacrifier les bras maternels de sa langue à ceux qui chérissaient une vierge. Les prêtres, levant les bras d'où dégoûtait le mystère d'un baptême, psalmodiaient dans la langue de Rome. D'où qu'elle vint, car des noms étranges traversaient les lèvres du pape, Jérusalem, d'autres encore, peu importait. Rome était Rome et Dieu était à Rome. Alors ces guerriers, lentement, année après année, assis sur des rochers moussus ou des rondins de bois, laissèrent filer les mots de la langue franque comme les eaux sur le sol herbu. En d'autres temps, après avoir fouetté leur corps de l'eau d'une source divine, ils offraient à Wotan de mâles cœurs. Oh, qu'ils eurent mal, les hommes de Clovis, qu'ils souffrirent dans leur corps de vainqueurs, quand il fallut arracher de leurs âmes tous ces accents, où toute la vie de ce peuple s'était accrochée comme le brouillard aux branches. Pater, 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 heurtaient en 3 fois triple écho les nerfs, les transepts et les cœurs de leur nouveau temple où ils venaient oublier Freya et Wotan, Balder et tous ces dieux du Vaterland qui disparaissaient dans les ténèbres. Vater, le mot Vater aussi sombrait dans les vides, sans retour ou pater, les recouvrait comme Jésus, un jour de Noël, avait recouvert Mitra. Mais ces 2 mots se ressemblent trop, n'est-ce pas, Franck? L'un est l'erreur de l'autre, nous le dirons, n'est-ce pas, Franck? Je sais que vous me comprenez, Franck. Je vois en vous mieux que vous-même. Depuis que vous avez pris avec vous ce musicien, les pensées se déchaînent en vous, alors qu'il y a 13 ans que vous taisez ce qui s'est passé dans votre propre langue, n'est-ce pas? Je lis en vous, Franck. Que dites-vous, poète? Que lisez-vous en Franck? Demanda Lord Bute, soudain électrisé. J'ai lancé une corde. Vous hésitez? Allez-vous la saisir? Chacune de ces 3 langues, la française, l'allemande et l'anglaise, serait l'erreur des 2 autres. Comment faites-vous? Quelle force il vous faut rassembler pour ne pas m'écouter, vous qui parlez ma langue? Qu'est-ce que vous me racontez? Les mains de Franck tremblaient sur le volant. Pourtant, il n'avait pas peur. Il tremblait pour un autre motif que la peur. Je vous ai raconté le crime de Clovis, le premier des grands crimes contre les Germains d'Occident, ceux qui venaient, sous le nom de Saliens, conquérir toutes les terres qui conduisent à la mer. Car alors, comment la guerre n'est-elle pas obligée? Par Maxime, toute cette guerre de 1000 ans vous est expliquée. Chacune des 3 langues est l'erreur des 2 autres. Je vous raconte pourquoi votre haine est si vive, Franck. Halt's Maul, Arschloch! Ce qui signifie ferme-la, connard. Merci beaucoup pour la précision. La voiture venait de piler devant une statue équestre qui avait accroché la rêverie de Lord Bute. Franck bondit hors de la voiture. Il ouvrit violemment la porte devant Poète. Celui-ci se blottit aussitôt contre l'épaule de Lian Bute. « Arschloch! Arschloch !» hurla de plus en plus fort le chauffeur, qui le tira avec une force inouïe. Ian, paralysé par la surprise, ne bougeait pas. Franck extirpa sa victime de la voiture et la jeta au sol. Le pied se laissa vers le crâne. « Arschloch !» Poète se protégea la tête de ses avant-bras. « Pourquoi ?» criait Poète. « Franck !» appela la voix impérieuse de Lian Bute. Bute tenait à la main le pistolet que Churchill lui avait donné. Un poignard était dans celle de l'homme au nom maudit. Les 2 hommes se tinrent mutuellement en respect. Les ruines fumaient dans Nuremberg. Seuls les 2 clochers jumeaux avaient résisté et la statue équestre qui les contemplait. Le ciel sombrait dans la noirceur, quoiqu'il fumât encore. « Qui êtes-vous » demanda doucement Lord Bute. Un rictus s'installa sur les lèvres de Franck. Rien ne bougeait dans le paysage de désolation. « Arschloch » murmura-t-il après un moment, en augmentant la pression de son pied sur le torse de Poète. La gâchette du pistolet, soulevée lentement par Lian Bute. « Vous vous trompez, Bute, dit Franck. Il faut que je vous amène tranquillement à Sion, alors vous comprendrez votre erreur. Il vous attend. Hermann est votre ami. Mais lui, celui que vous appelez Poète, doit mourir. Il est une erreur, une infection comme quelques autres. Regardez ces ruines, ces hommes qui errent. Il appartient à l'engeance des 70, ceux qui ont causé la souffrance des peuples et leurs morts par millions. Allération vous aidera à le comprendre. Vous verrez Hermann et vous comprendrez. Cet homme que vous meurtrissez n'est qu'un poète et un demi-fou, une victime parmi les loups. Franck, que me racontez-vous?
Il est le plus fou des 70 hommes, éructa Franck en grimaçant. Toute cette bande ne mérite que de crever. Vous êtes donc au service de Hermann, comme cet homme qui a blessé Bonham à Bute? Lord Bute fut saisi. Il s'efforçait de ne pas relâcher la tension de son bras, qui seul arrêtait Franck. Sur Nuremberg, où le lourd hasard de leur route les avait arrêtés en ce jour des morts, de maigres lampes s'éclairaient. L'étoffe du ciel s'était faite soyeuse. Les Alliés, à quelques pas de là, commençaient d'édifier les baraquements du procès. Bormann, Streicher, Göring, Kaltenbrunner, les juges. La ville des maîtres chanteurs, la ville des toits joyeux et des gros festins wagnériens où Hans Sachs menait la danse en épaisses lignes qu'on croise en cuivre gras et marée de cordes. Le monceau de ruines, comme une matière, offre sa laideur en attendant une forme nouvelle. Toutes les minutes du voyage de Lord Bute se mélangeaient à présent dans sa pensée en un bloc de gel et d'angoisse. Devant lui, au bout de son bras, un pistolet, tandis que sur le corps immobile de Poète, un pied et un poignard étaient suspendus. Même instant, voiture de Churchill en route vers la forêt de Teutoburg. « Qu'on ne me parle plus de temps! Je dispose du temps que je veux !» s'écria Churchill, écrasant de sa bedaine ses deux voisins dans la valse Rolls noire. Encore et toujours une voiture, que c'est lassant, mais que c'est amusant aussi, pensait-il. Aussitôt après, il confia « Figurez-vous que j'ai réveillé un sosie qu'on m'avait trouvé pour les voyages dangereux pendant la guerre. C'est Attlee qui l'avait fait pour moi. Il est tout de même bonasse. J'avais des arguments en même temps, cela me permet d'être avec vous en voiture, tout en tenant mon rôle de figuration en Angleterre. Pas mal, hein ?» Il s'arrêta en jetant un coup d'œil furieux à Tolkien, qui serrait les dents et ne voulait pas saisir la perche. Quels arguments finit-il pourtant par demander avec tout le mépris dont il était capable? « J'ai menacé de révéler au monde ma correspondance avec Mussolini, lu la semaine dernière. »« Avec Mussolini? Vous auriez fait ça ?»« Je ne sais pas, mais j'ai fait croire avec beaucoup de conviction que j'étais sur le point de le faire. » C'était vous immoler par le feu devant l'opinion mondiale. « Oh, ce n'est pas ma santé qu'Attlee a protégée. Le sort du sauveur de l'Angleterre ne lui importe pas plus qu'à vous, mon cher. Mais je suis une icône à présent, une sainte relique. Ce n'est pas moi avec moi, c'est mon V de la victoire qu'il faut sauver coûte que coûte, sans quoi on sera vite fini de l'économie anglaise, de la City et de nos chapeaux melons. » Affligeant, dit Tolkien. La politique est une folle et une criminelle, j'en conviens, c'est la déesse de l'Occident. Nous allons la regarder sous son vrai jour, coupa soudain Mulligan, qui, en quittant le Louvre l'avant-veille, s'était envolé au Bourget vers Oxford, d'où il était allé chez Churchill avec Tolkien. Les jours de la vie de ce jeune homme par le corps, et si vieux par l'âme, eussent pris des mois à un autre. Churchill se tourna vers lui. « Voilà ce que nous allons faire aux Externstein, mon petit. C'est l'Éric initiatique que vous me promettez. »« Je n'ai rien d'autre à offrir, monsieur Churchill. »« Que c'est loin, Tolkien, que c'est long, dit Churchill. Cette nuit ne finira-t-elle jamais? Vous devez le savoir, vous. D'ailleurs, si je vous ai bien lu, elle devrait se terminer bien, cette longue nuit du mal, non? Ou bien avez-vous manqué d'inspiration? Serait-il possible qu'elle se soit abattue pour toujours sur nos crânes, nous les premiers à la voir, et demain, tous les hommes? Tolkien sursauta. Trop de liens se tendaient entre lui, son livre, et tout ce qui se disait autour de lui, surtout sous la caboche du vieux Churchill. Il autorisa son esprit à errer dans son propre monde. Il finit par se dire qu'il avait effectivement triché avec sa fin, et que l'écroulement de la tour de Sauron, le seigneur ténébreux, l'avait répandu comme du pollen dans la totalité du monde. Nuremberg, quelques instants plus tard. « Je vais le frapper à présent, dit Franck. Il ne faut pas avoir peur pour Poète. Il faut qu'il meure. C'est le seul cadeau qui convienne aux 70 hommes, les tuer. Poète est né dans cet excès qui, un jour, on ne sait pourquoi, a envahi l'esprit de l'Allemagne. Poète est né et mort et rené encore parce qu'il n'avait pas été bien tué. Je saurai, moi. Maintenant, Lord Bute, vous allez détacher vos yeux de moi et je veux offrir au monde le sacrifice qui l'attend. Vous l'avez entendu, vous le direz demain avec amour. Je mets fin aux nations, j'achève l'esprit. » C'est le prêche de Hermann, répété de vidome en vidome. C'était un des éléments du prêche de Hermann. Je mets fin aux nations, j'achève l'esprit. Il va mettre aussi fin à la femme et achever l'amour dans le même prêche. C'est Hermann qui donne aux hommes le sens de ce qui les attend.
Yann Bute luttait de toutes ses forces pour ne pas cligner des yeux, pour ne pas rompre ce courant d'immobilité qui liait son arme à son œil. Des secondes, des minutes. Pourquoi Poète ne parlait-il pas, ne suppliait-il pas? Petite astérisque. Quel jeu avons-nous joué? Nous nous sommes battus mais nous ne savions rien. La voix hurlait dans le sein de nos langues. Liés les uns aux autres, nous étions la corde et le nœud, où les autres pour les uns ou les uns pour les autres se bâillonnent et se lient à jamais. Parce qu'il n'y a rien en dehors de nos mots, pas de maître de nos langues, pas de maître de la mort. Dans les deux voitures, Nuremberg pour les uns, la forêt de Teutoburg pour les autres, Sauron, prononça Tolkien dans la grosse Rolls qui se rendait vers Wewelsburg, où les SS avaient reçu l'initiation. Hermann, prononça Jan Bute à Nuremberg, fermant un seul instant les paupières, cédant aux souvenirs qui l'envahissaient. À la fin, il y a un maître des mots, au dehors. Quand il rouvrit les yeux, Bute sut qu'il avait tiré. Frank gisait dans une mare de sang, et Poète, l'œil brillant, le regardait. Il tenait à la main un poignard, baigné de la lueur rouge qui flotte autour du bâton que le prêcheur avait volé. Chapitre 11 d'un château l'autre. Donc cette fois, nos amis arrivent au château de Wewelsburg. On n'est pas loin de la forêt de Teutoburg où Hermann a défait les armées romaines, autrement dit où Rome a connu sa propre limite et où un jour la Rome chrétienne connaîtrait la résistance immense du paganisme. Et le château de Wewelsburg était le château que les SS avaient consacré à l'initiation de leur jeune Zweig. Et une part de ma reconstitution fantasmée, vous me direz de quel type de fantasme il s'agit, de cette initiation vous sera racontée peut-être plus dans la lecture suivante, quoique vous ayez ici des petits éléments. D'un château l'autre, 2 novembre 1945, en route vers le château de Wewelsburg. « Cette fois, nous y sommes. Allez prendre votre breakfast au village, mon vieux, dit le Prime Minister au chauffeur qui les avait conduits sans un mot. Dormez quelques heures, nous ne repartirons pas d'ici avant midi. Bien, Prime Minister. Une aube glacée. Le ciel de neige tournoyait en panache mauve. Churchill sortit sans jeter un coup d'œil à Tolkien. Il lui passa presque dessus en se hissant hors de la voiture. Il lui fallait de l'air. Escortés par 2 jeeps, ils avaient traversé ce qu'il fallait d'Allemagne pour arriver au château où ils avaient tous 3 décidé de faire étape. « Nous voilà dans le pays de Sauron !» dit Churchill à Tolkien. « Wewelsburg, cottage de campagne, acheté par le crevard Himmler pour y regarder défiler ses SS en grande santé. »« Vous me prenez à ce point au sérieux, Prime Minister ?» répondit Tolkien. « Il faut se méfier de Churchill quand il dort, Tolkien, » répondit Churchill. « C'est là qu'il est le plus divinatoire. »« Et vous, Mulligan ?» dit-il en frappant l'épaule du jeune homme. « J'ai dormi, j'ai rêvé. »« Et de quoi, jeune Mulligan ?» demanda distraitement Churchill, tout en regardant la grosse masse triangulaire du château qui les surplombait. Une tour ronde et crénelée, assez massive à un sommet, 2 autres plus fines et couvertes d'un toit aux 2 opposés, et un drapeau américain. Il frissonna en songeant au drapeau noir à tête de mort, qui devait y avoisiner la croix gammée indo-européenne quelques semaines plus tôt. « J'ai rêvé d'une femme, répondit Mulligan. « C'est de votre âge, my dear fellow !» prononça sentencieusement Churchill, regagné par les réflexes hygiéniques de ses années d'Eton. Si Mulligan avait avoué son rêve, c'est parce qu'il était troublé. Sa vie, sa mort et sa renaissance l'avaient empêché de songer aux femmes. Il sortait tout juste de l'enfance, où il avait été le petit Marcel, le fils du juif autrichien et de la fille de pasteur, réfugié à Oradour-sur-Glane. Et puis, il était devenu Mulligan, dans les bras de la mort. Ces femmes, il les avait pourtant croisées depuis le premier jour, autant que tout autre. Car eût-il été privé de mère, eût-il été enfermé toute sa vie comme le prince de Calderon dans une tour, il n'existe pas d'homme qui n'ait pas vu de femme. Et cela non seulement parce que les corps de femmes abondent, mais parce qu'ils sont là, si l'on peut dire, en dedans des corps d'hommes. Dans l'esprit de Mulligan, dans son esprit d'homme, était une femme unie à lui. Mais dans le grondement borné et sourd de la voiture, l'esprit s'était tu. Le sommeil avait soufflé dans ses danses de 1000 voiles, la brise dissipatrice.
Ses pensées étaient retombées telles des ailes mortes. Et ses yeux rendus à leur matière, une fermeture avait opéré. Moule moite du sommeil. Le corps s'était libéré du maître. Il était allé plus bas. Alors des sortes de mains, phalanges fortes et rebondies, avaient parlé à sa peau dans son rêve, la pétrissant, l'avalant et l'absorbant dans une gluante succion. Voilà, j'ai rêvé d'une femme, répéta Mulligan. Fait de chair et de muscles, appétit et désir, c'était plus que dans son corps, dans son esprit qu'il errait. Plus vive était la clarté qui le baignait, plus elle était mystérieuse pour lui. D'immenses échos le traversaient, et parmi eux, l'écho du prêche « Je mets fin à la femme, j'achève l'amour ». Des 4 phrases du prêche, qu'il avait fait mourir et renaître, celle-là le troublait le plus. Il regarda le château, lentement, tristement. Il éprouva son intime secret d'horreur. Des cris et de la mort avaient bâti ces lieux, dont ils étaient le phare. Il devina beaucoup de corps d'hommes, mais la femme aussi, celle dont il avait rêvé. Elle l'attendait. « Je ne pourrai pas vous accompagner au château. »« Pourquoi? Qu'est-ce qui vous arrive » demanda le premier. « Vous le saurez quand je le saurai. » Il fit volte-face, sursauta et se figea. En face de lui, à quelques pas, une bête, qu'il ne put nommer, restait dans l'ombre, tapie parmi les branches. Il ne voyait clairement que les yeux. Churchill la remarqua en même temps que lui. « Vous avez vu Mulligan ?» Pendant que Himmler agitait ses sorcelleries tout autour, celle-là le regardait aujourd'hui comme elle nous regarde. « Que peut-elle donc penser » demanda Tolkien. « Que voulez-vous qu'elle pense » dit Churchill. « Elle l'est pensée » dit Mulligan, qui, reconnaissant un renard, se reconnut dans le renard. Churchill et Tolkien partirent tous deux sur la pente qui menait au château. Se retournant, Mulligan les vit, le vieux Premier ministre et le professeur grisonnant. Ils allaient où un passé avait brûlé le sol. Lui, Mulligan, marchait à l'opposé. Il alla longuement à travers la forêt, sans en éprouver la faim, sans que la faiblesse lui cisaillât les jambes. Il perdit le sens du lieu où il était et du temps où il avançait. Sentant presque craquer les plaques de terre sous l'inlassable pression, l'effarant désir des racines, il marchait sous les troncs qui s'élançaient vers le ciel. La sève giclait dans les veines bandées du bois, en âpre et acide jet. L'immense effort, la terrible patience, si peu douce, si tendue, cette immense parole que les arbres exprimaient en poussant, avait la durée pour femelle. Il fit noir, puis jour. Il se releva et regarda. Le froid s'était abattu. De petits flocons de neige tombaient sur la forêt. Par endroits, le feuillage avait chu. Réseau des branches. Danse de traits, infime grattement de la plume dans les mains du dessinateur. Les rares flocons tournaient autour de lui comme des étamines. Il souffla et s'étonna de la durée de son souffle. Son corps était allumé. À nouveau, la nuit. Il n'avait pas mangé. Une bête s'approcha de Mulligan. Elle l'avait suivi. Il rencontra ses yeux. 2 ouvertures jaunes, fixes. Au milieu, une ligne verticale et noire. La bête immobile se tendait. Tout autour de ses yeux, intenses et visionnaires comme seuls en ont les enfants et les fous, des couronnes de poils roux, rabattus et presque peignés en floraisons variées, paraient de sages décors leur violence. Un vague gémissement s'éleva, aigu et lointain. Mulligan vit que ce glapissement aigu, plaintif et menaçant venait de la bête. Comme l'animal ne parlait pas, Mulligan désira parler, se retint. Alors un malaise le gagna. S'il oubliait son désir de parler, il sentait que lui venait dans le corps et seulement en lui, depuis le dos surtout, l'arrière des épaules et du crâne, une espèce d'impatience et de force, irradiant dans les jambes et les bras, malgré la faim et le froid, une chaleur qui l'articulait au reste des choses alentour. Il se trouvait dans un dedans avec le renard, les herbes et les pierres. Sans qu'il bougeât, sans que l'animal fît un geste ou détournât la tête, il vit que la renarde était à ses côtés. Quelque chose avait changé quand la femelle était apparue. Il se sentit devenir quelque chose de fer. Il était seul. Il allait oublier comme on parlait. Il buvait ce silence comme un nectar. Pourtant, il parla. Il fallait bien qu'il redevint un homme,
Ce mot « renard » dansa sur ses lèvres, comme une flamèche se termine en étincelle. Mus par la souplesse parfaite et infaillible de leurs gens, les deux renards, mâles et femelles, couraient, dansaient, fuyaient ou riaient dans la grosse et basse lune d'un début de nuit. Un bruit soudain. Les renards sont partis. On marche. Une branche craque. Mulligan, fouetté, bondit en direction du son, furtif, comme les coussinets d'un chien. Il arrive, essoufflé, haletant, où tout s'est arrêté. Il avise un buisson, il s'y cache. Une phosphorescence, un bruit étrange de clapotement. Il se tend, elle est là. Celle dont il a rêvé, baignée dans un murmure, parole ou chanson, qui sort de sa bouche. Mulligan se tasse, terrifié soudain, à l'idée qu'elle le voit. D'un pied au bout d'un pantalon, la femme agite une surface meuble où l'eau pousse d'infimes couinements. Que fait-elle? Que mesure-t-elle? N'est-elle pas revêtue d'un uniforme d'homme? Le visage, trop lointain pour qu'il en soit sûr, semble impassible. Mulligan subitement se prend à douter. Est-ce bien elle? Pourtant, c'est exactement de ce moment qu'il avait rêvé, et de cette femme. Cheveux très noirs, un peu brillants, dans l'étrange luminescence qui semble monter du sol. Il désire approcher, mais il a peur. Il a 15 ans. La femme, lentement, malgré le froid, se dévêt. Elle abandonne pantalon et tunique. Nue, elle s'approche encore d'un pas. Sous le pied qui l'embrasse, l'eau, mais cette fois, l'eau, cette fois, clame grassement. Mulligan est un homme. Elle doit le savoir. Elle doit le voir, cela changera tout. Le prêche sera conjuré ou bien elle doit sortir de l'eau. C'est une tourbière, bien sûr. Il fait nuit, il fait si froid, elle veut s'y noyer. Pourquoi chante-t-elle? Mon bras, dit Mulligan qui accourt. Il le tend, elle le regarde, sans gêne. Tant d'hommes, les pires parmi les hommes, l'ont vu ainsi, mais sa poitrine, son torse, tout son corps, lui servit d'armure ou de carapace. Un seul pouvait percer la trame. C'était si loin dans sa mémoire. Quel âge as-tu? demanda-t-elle en reculant d'un pas de plus. La main de la femme prit la sienne. Le rêve n'avait pas menti. Il la rencontrait comme le renard et comme la pierre. Elle aussi pensait dans la poussée de ses muscles et ouvrant un espace à une plante qui naît. Elle lâcha sa main. N'avance pas. Il est au bord de l'eau. En cet endroit, la tourbière est détrempée. Il s'enfoncera lui aussi. Elle est dans l'eau jusqu'aux genoux. Regarde-moi si tu veux, dit la femme. Je n'existe plus. Redonne-moi ta main, dit Mulligan d'une voix qu'il veut forte, mais qui sort faible. Encore, très lentement, elle fait un pas en arrière. Ses yeux ne promettent rien, n'invitent pas. Dans le dos de Mulligan, une force comme un os a été arrachée. Elle est dans la tourbière jusqu'aux épaules. Pourtant, dans ses yeux où il reconnaît une glace bleutée, il ne voit pas d'inquiétude, seulement beaucoup de tristesse. « Pourquoi mourir ?» demande Mulligan à genoux au bord de l'eau, pendant que l'étrange silhouette, lentement, va en ruisselant dans la bouche qu'il aspire. « Parce que je n'existe plus. » Une bulle, un remous, et soudain, comme lancé, sa bouche surnage une dernière fois et articule. « L'objet de plus, toi, l'as-tu vu? Où est-il » Sur la tourbière où pleurait Mulligan, qui venait de perdre la seule femme qu'il eût jamais connue, les flocons qui tombaient ne dérangeaient pas le silence du monde. Petit astérisque, on retourne dans le château. « Je vous assure, monsieur, je ne veux pas vous faire entrer !» Petit Allemand noirot, œil fuyant et pétillant. Churchill, sans y mettre les bras, l'a poussé de 3 mètres à la bedaine. Des jeeps ornés de Stars and Stripes et un grand silence dans la cour. Même parler le dégoûte. « Non !» L'autre, sa pupille se dardait, les frémissements de ses épaules montraient qu'il réprimait son bras, il avait dû le lever plus souvent qu'à son tour, bien raide et bien oblique comme une rune, en criant « Heil Hitler !» dès qu'il craignait pour l'un de ses cheveux. « Klein !»« You deux !» gronda Churchill, roulant ses poings dans ses poignées d'amour à la façon de Mussolini. « Nein, nein, nein !» fit le petit Allemand trop vite. Il se ravisa, reconnut Churchill, comprit que son effroi était sans objet et se répandit d'un petit rire nerveux. « Churchill, ich bin Churchill, der Meister !» hurle le vieux roublard aux oreilles du petit Klein, qui parfois avait eu l'honneur de servir son infusion de camomille à Herr Himmler quand l'estomac de celui-ci se tordait tandis qu'il en poussait des couinements aigus. Klein l'aimait dévotement pour ses couinements aigus, concession de sa grandeur visionnaire aux miséreux de son espèce. « Ouvre-moi ce château, je te fais brûler vif, dit Churchill.
Klein se ravisa. Il n'avait jamais quitté Wewelsburg. Né dans le village attenant au vieux château, longtemps en ruine, il avait dû céder sa maison pour qu'on y établisse le camp de concentration où quelques centaines d'esclaves avaient été parqués le temps qu'ils finissent les travaux. Du camp brûlé à la va-vite, il ne restait rien. Sur son visage, un rictus permanent exprimait aussi bien la servilité qu'un acquiescement perpétuel, en même temps qu'il pouvait suggérer « Je suis gêné, mais je me dépêche car je n'ai pas encore tout à fait compris votre ordre. Laissez-moi juste un moment. » Ses cheveux noireaux étaient gras. Toute la boutonnière de son col de chemise était fermée sans cravate, à la façon des instituteurs du Reich. Klein avait été un instituteur de la République, pour commencer, puis du Reich. La population de Wewelsburg ayant changé après le passage des SS, il n'avait eu les dernières années de la guerre que 4 élèves. Himmler avait aussi commencé ainsi, s'était-il dit. Puis il y avait eu Béatrix, la femme noyée. Mulligan ne savait pas qu'on l'avait appelée Béatrix. Béatrix n'était pas son nom. Elle avait tapé à la porte de Klein, il s'en souvenait toujours avec le même effroi, le jour d'hiver 1934 où tout le village bruissait de l'arrivée prochaine des SS. Quelques coups faibles et irréguliers, tout de même, peut-être était-ce un petit SS, petit comme lui, mais terrible. Déjà, il avait dessiné son plus infâme rictus et il avait ouvert la porte. Béatrix avait faim et elle avait souri en retour. Cette femme l'avait envoûté, elle avait dévoré les moindres réserves de sa volonté. Il était devenu en sa présence plus laid, plus petit, plus médiocre que jamais, mais il en avait été le maître. Il en avait fait ce qu'il avait voulu. Contre un peu de ragoût de rutabaga et du pumpernickel, il avait disposé de toute cette plante féminine qu'il avait copieusement insultée et battue. Il savait qu'elle n'entendrait rien aux insultes et que les coups qu'il lui assènerait laisseraient sa peau aussi lisse que celle des bébés, sans doute parce qu'il était lâche et ne savait pas frapper. Elle le dépassait de 10 centimètres au moins. Himmler était venu ensuite. Il l'avait trouvée chez Klein. Alors elle avait été amenée au château. Pourquoi n'a-t-il nul américain? Pourquoi vous ont-ils laissé la garde de cet endroit demanda Tolkien en montant l'escalier derrière Klein, dépassé déjà par Churchill. Son enfance à Blenheim en avait fait un roi des escaliers. Parce que, comme je l'ai dit à Herr Churchill, ils ont confiance en moi. Ils savent que je suis honnête et sérieux et que je laisserai tout en l'état à Wewelsburg, afin qu'ils découvrent ce que les SS ont laissé à découvrir. Parce qu'il y a des choses que les SS n'ont pas laissé à découvrir, demanda Tolkien. Klein pouffa de rire. Qu'êtes-vous donc dans l'état-major anglais, m'avez-vous dit? Il est mythologue, coupa Churchill en se retournant. Le mythologue de la couronne britannique. Alors, vous devriez savoir qu'il n'y a pas de mythe chez vous, souffla Klein. On était à l'étage. Les portes closes étaient surmontées d'écritures que Churchill ne put identifier. Voici les chambres, messieurs, dit-il sur un ton de majordome. Voici la chambre arrière. Ce qui signifie à rien, précisa Tolkien, spécialiste de toutes les langues germaniques. Dites-moi, vous me croyez gâteux, fit Churchill. Celle-ci se nomme Deutsche Sprache, celle-ci, donc langue allemande, celle-ci se nomme König Artus, Arthur. Voici la chambre Graal, voici Heinrich der Vogler, Henri l'Oiseleur. Cette porte est la Reichsführerzimmer, j'imagine qu'elle vous intéressera, donc la cuisine du Reichsführer, dont Himmler. Il n'y reste évidemment aucun document, dit Churchill. Évidemment, meine Herren, fit l'autre avec un sourire jaune et obséquieux. Churchill eut envie de le projeter contre la porte, mais il se retint. Cette salle s'appelle Runen, compléta Tolkien. Comment le savez-vous? Demanda Klein, interloqué. N'est-ce pas écrit? Mais c'est écrit en runes? Je sais si bien toutes les runes que j'ai forgé les miennes, monsieur Klein. Les runes, reprit Churchill. Pardonnez-moi, Tolkien, ce morceau de l'histoire n'est pas tout à fait mon fort. Je sais que les nazis ont fait toutes sortes de plum pudding avec les runes, mais je ne sais pas très bien pourquoi. Vous me demandez pourquoi les nazis ont tant aimé les runes? Quelque chose comme ça, Churchill. Parlez plus bas, dit Klein en se retournant lentement vers eux. Il y a des mots qu'il n'est pas bon de répéter. Churchill ferma les yeux pour se contenir. Combien de temps restait-il à vivre à Herr Klein? Certaines lettres et écritures parlent au cœur des hommes, dit Tolkien. Les rédacteurs de runes, eux, croyaient qu'ils parlaient au cœur du monde. S'ils gravaient les pierres, c'est parce que les pierres les entendaient. C'était exactement cela, approuva Klein. Je les ai entendus dire quelque chose de semblable un jour où ils s'étaient entaillés la peau et où ils avaient fait couler leur sang en pensant qu'ils allaient bientôt accéder à la lumière. Je ne vous félicite pas, Tolkien. Vous jouez avec des choses... Pardon. Je ne vous félicite pas, Tolkien. Vous jouez avec de bien étranges choses, dit Churchill.
Croyez-vous que je l'ignore? Rétorqua le professeur, seulement à demi fâché. Je ne sais pas si votre confesseur aurait approuvé. Mon confesseur ne croit qu'aux runes. Il dévore mon Seigneur des Anneaux, comme vous, si je ne m'abuse. Ils firent encore quelques pas. Et cette dernière porte, c'est la chambre Widukind. C'était Tolkien, j'ai dit linguistique, pas histoire. Je n'ai pas de lacune en histoire. Widukind était le chef saxon qui refusa la conversion au christianisme que Charlemagne exigeait de lui. Que croyez-vous m'apprendre? Vous, en revanche, voilà qui vous pose problème. Quel problème? Ne les aimez-vous pas, ces princes sanglants du Nord? Savez-vous qu'il abjura le christianisme qu'il avait finalement embrassé que pour détourner la hache du roi franc? Savez-vous qu'il pilla les églises, brûla les moines et adora de nouveau Wotan et Balder? Je fais une différence entre ma foi et ma littérature. En ce qui vous concerne, votre passion excessive de vous-même vous a poussé dans de dangereuses confusions. Parlez, mon gars, essayez, Tolkien, pendant que vous parlez, de ne pas suer à grosses gouttes de désir et d'émotion. Continuons la visite, Klein. Maintenant que nous avons vu les hauteurs, nous voulons voir les bas-fonds, dit l'ancien Premier ministre de l'Angleterre d'une voix plus râpeuse, plus sèche et plus sévère que jamais. Au même moment, dans la forêt, Maligan pleurait encore, et sa rencontre de la femme martyrisée avait ouvert dans son cœur une blessure qui ne se refermerait jamais, fût-ce dans le corps d'un autre Mulligan. Il avait marché à l'aventure, mais au terme de sa marche, il découvrit les 5 rochers devant une mare. Le premier était bombé, replet comme un champignon, et se terminait en pointe. Les autres lui succédaient, beaucoup plus fins, pareils à des quilles irrégulières ou divers corps d'hommes, entassés et pressés pour une sélection. Pardonnez le mauvais jeu de mots. Une parade grotesque, en fait, de parade sauvage. Les Externsteine. N'était-ce donc que cela? Voilà, pour les amateurs de paganisme, les Externsteine sont jusqu'à aujourd'hui un des épicentres du rêve païen où des Allemands New Age, après avoir été hippies, s'en viennent enlacer les rochers et parler à l'âme vivante dans les rochers. Entre les rochers, il distinguait des balustrades, ça est vrai. Des marches avaient été taillées et même un petit pont. Tout au bord de l'eau se dressait une espèce de cube. Il lui semblait bien qu'un fossé avait été creusé là. Sur le plus étrange des rochers, un bas-relief représentait un Jésus primitif, chancelant sous sa croix. À sa droite, un corps, peut-être Nicodème. Sans doute quelque chose de la sculpture avait été altéré par le temps ou le marteau d'un destructeur. Ce deuxième corps paraissait flotter dans l'air. À une certaine distance, un arbre était rompu en 2. Le tronc, un moignon, se brisait à angle droit, révélant sur le sol les 2 pointes stylisées du faîte comme 2 appoggiatures. Une autre croix, une croix brisée ou aux entrelacs plus naturels, un 8 qu'on aurait sectionné et projeté en 2 formes, esthétique celtique, inquiétante volute. Grande salle de Wewelsburg, on y retourne. 12 colonnes. Une lumière brillait entre chacune d'elles de couleurs différentes. Reste qui avait été négligé pendant le grand nettoyage de départ. Les 12 piliers de la sagesse, ça en fait 5 de trop, déclara Churchill, après un temps. Ça suffit! Qu'est-ce que c'est que toute cette fadaise? Qu'est-ce que nous fichons ici? Et ne prenez pas votre air sérieux, vous! Vous vous rendez compte de notre ridicule? Du ridicule des nazis? Soudain, il prit Klein aux épaules et le secoua comme un prunier. La voyelle choisie par l'autre fut le U, avec un umlaut. U! Nazi, quelle énorme foutaise! Vous ne comprenez pas que nous avions été pris de démence pendant 20 ans? Nazi, Himmler, SS, non mais vous vous rendez compte de notre ridicule, Tolkien? C'est vous qui êtes ridicule. Je n'ai jamais cru ni au parlementarisme, ni au fascisme, ni à tous vos jouets pour captiver les masses. Churchill n'écoutait pas. Le Black Dog montait en lui avec une force redoublée. Il était décuplé, phosphorescent, un Black Dog des Baskerville. Cette fois, il se mettait à le comprendre et plus seulement à le subir. Les protestations du professeur d'Oxford n'atteignaient même pas ses oreilles. National et socialiste, vous ne sentez pas une petite gêne? Regardez-moi ces nabots à demi scalpés avec leur tête d'institutrice à bouche râpée. Hitler! Il roulait des yeux comme ma grand-mère quand elle jouait à Hamlet à Blenheim pour les domestiques. Qu'est-ce que ces malades ont eu pour plaire à ce point? C'est à crever de rage, tant de bêtises! Klein, revenez ici! À Klein, ratatiné dans son col. Est-ce que vous avez cru à ça? Déversa Churchill dans le tympan du crapaud. Non, Churchill! Vous avez cru à ces Ariens vomis par ces coquilles d'huîtres sur le rivage de l'Arctique
et grésillant encore des ondes extraterrestres qui leur avaient servi de porridge pendant les 14 000 ans de nursery? Was? Nein, bien sûr que non, Herr Churchill. Alors pourquoi avez-vous tremblé? Pourquoi avez-vous offert votre dos à leurs bâtons et votre cul à leurs bottes? Parce qu'ils étaient forts, Herr Churchill. Fort. Hitler fort. Ce petit prolétaire malin fort. Himmler avec son masseur bâtard qui lui électrisait l'œsophage en lui faisant pousser des gloussements de poulet. Fort. Ils étaient nombreux, très nombreux. Non, Klein, vous étiez nombreux. Nous étions nombreux à les croire, à les regarder avec des yeux de chimène. Vous ne comprenez pas. Toujours l'autre, Strangolando. Si, je comprends. Dites que vous les avez désirés, que vous les avez attendus comme la princesse attend son prince. Dites-le. Oui, je les ai désirés. Mais pourquoi, Klein? Pourquoi les avez-vous désirés? Pourquoi les ai-je désirés? Pourquoi les avons-nous tous désirés comme une nuit nouvelle qui nous mettait enfin dans les mains le baume de la mort, à diffuser dans tout l'espace comme le parfum de l'Éden? Il se tourna vers Tolkien comme l'esprit de Sauron. Il leva brutalement les bras vers le ciel. Et, oh, son umlaut, Klein s'était fait lâcher comme un sac. Churchill s'avança vers le centre de la salle, écœuré par le décor, éprouvant dans sa peau, parce que dans le fond, il avait fait le même métier, leur comédie et leur mensonge. Croix gammées, rites funèbres et ces images de parade païennes qu'on lui avait projetées à Downing Street et en couleur. Il était là, à Wewelsburg. Devant lui était une figure runique, marbre vert sur marbre brun, une roue ou un soleil dont les rayons noirs étaient anguleux et heurtés, comme les S de SS, la rune Zig, celle de la victoire. Soleil noir, Schwarze Sonne, bien sûr. Tolkien sursauta de son blasphème. Il venait de repenser au soleil des Jésuites. IHHS. Le soleil noir se mit à tourner devant les yeux de Churchill. Les rayons s'ébranlèrent, les colonnes aussi. Alors retentit le rire de Sir Winston. La salle des chevaliers fous, la salle du Camelot noir se mit à s'animer. Chaque colonne généra son siège qui s'avança d'1 mètre et sur le siège étaient des hommes. Du moins, ils auraient dû y être. Mais Churchill riait tant que le mécanisme s'enraya. Sur les sièges, des silhouettes qui fondaient. Un temps longilignes et humaines, elles se ramassaient en une matière épaisse, gluante, noire. Des tas visqueux qui clapotaient comme de la lave, dans d'affreux grincements, voix distordues et vagues cris. Ces flaques de tourbe maculaient le décor hitlérien et ses apprêts tellement livresques et scolaires. La pâte, la tiède substance dégoulinait, dessinait par à coups des espèces de visages, des bulles que les ferments poussaient mollement, gonflant des bajoux tout aussi molles et solides que celles de Sir Winston Churchill ou de Madame sa cuisinière. « Ils vivent, ni plus ni moins que moi !» cria Churchill. « Cette crasse proliférante et noirâtre, ce sont les Oberführer, groupés dans leurs halles, de la matière qui se divise aussi arbitrairement qu'on vous coupe le gâteau du dimanche, mon petit Tolkien, les rois des hommes, de la tourbe vomi par les siècles. » Tolkien ne voyait rien. Il lisait dans les yeux du Premier ministre l'assaut d'une folie, mais c'était tout. La salle était froide, ordonnée, marbrée. Churchill leva ostensiblement les yeux vers le plafond. « Ah, c'est cela, c'est cet arbre. C'est lui qui actionne tout le mécanisme, comme un arrosoir automatique sur le green d'un golf. Il vous envoie partout. Il vous envoie avec une petite étiquette dorée qu'on vous crache dessus au passage. Vous voyez, c'est la rune. Chacun sa rune de l'arbre des runes. » Churchill était à terre. Il ouvrait péniblement les yeux. Il fallait qu'il se lève, qu'il parlât à Tolkien et qu'il éloignât au plus vite Klein, l'exécuteur des basses sœurs, ce qui fut fait d'un geste de la main qui fit reculer l'affreux gnome. Sir Winston s'assit. Non, un corps s'assit plutôt, mais lui était face à son propre corps, sans retour possible. Une énorme poupée de chiffon éventré, tenue aux jambes par un morceau de fer tordu, maculé d'étoupe. Ses yeux avaient perdu le liant qui, chez lui comme chez tous les hommes, les sauvait. « Ce n'est pas le château de Himmler, parvint-il à articuler. Non, Tolkien. Ce n'est pas le château de la SS. Ce n'est pas le temple des nazis, dit le corps en arrière de Churchill. Reposez-vous, dit Tolkien, terrifié. Ce n'est pas non plus le château de Widukind, l'enfant de la forêt, le petit loup né d'une femme. Tolkien, les yeux clos, récitait un pattern austère. Churchill enfin s'effondra.
On le ranima, puis on le transporta dans une salle voisine où les Américains avaient installé des lits de camp. Il s'endormit aussitôt après avoir dit « Finissez la visite, Tolkien, il le faut, et moi je n'en ai pas la force. » Du sol, une étrange odeur de feu semblait monter. En tout cas, rien n'avait bougé dans la salle ronde. Tolkien comprit qu'il devait descendre. Il était prisonnier de toute cette folie, et il fallait qu'il bût le calice jusqu'à la lie. « Conduisez-moi à la crypte sous la salle, fit-il à Klein qui déguerpissait en le rattrapant. Herr Churchill a eu un malaise, il va mieux à présent. Dans quelle langue parlait-il quand il était pris par les transports sacrés de sa vision demanda Klein, sur un ton énigmatique et pervers. Dans la langue d'un lointain pays où il a séjourné. Puis Tolkien murmura « Mon père, pardonnez-moi car j'ai péché. À mes yeux ce n'était qu'un rêve, mais j'étais le jouet de Satan. Pardonnez mon péché d'orgueil qui défia votre création. Pardonnez ma chair qui trahit votre amour. »